100% synthé, Martin Moulier. Bienvenue dans 100% synthé. Avec un week-end de Coupe de France qui vient de s'achever dans nos départements de la Loire, de la Haute-Loire. C'est surtout le match amical des Verts dont on va parler dans votre émission consacrée à l'actu de l'AS Saint-Etienne. Match contre l'AJ Auxerre qui s'est déroulé à huis clos, mais les personnes qui sont avec moi en studio ont pu y assister. Joris Sabi d'Envers et contre tous. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également à vous Jérémy Marellier. Salut Martin, bonsoir à tous. Notre voix des Verts qui n'a pas pu commenter le match en direct. Non, mais je peux le refaire pour vous. Bah, si il vous aurait voulez. pu, Ouais. c'est juste qu'il a pas voulu. Au moins on a évité des problèmes techniques, on vous entend pas pendant quelques temps. Allez, C'est c'est bien parti, parti. ça fait plaisir comme d'hab les gars, vous allez me coucher si vous voulez. Même quand il n'y a va pas mieux. Paul, on fait un super C'est un live. match- non, mais c'était un match amical, soyez au moins amical avec moi, au moins 2 minutes. 100% synthé, c'est jusqu'à la fin de cette émission, ça veut rien dire, mais c'est le cas. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Et oui messieurs, un match à huis clos, on l'a dit, sous la neige en plus, on y reviendra dans ces conditions particulières et on débriefera bien évidemment cette rencontre. L'info principale, elle est assez mauvaise du côté de l'AS Saint-Etienne, c'est pas forcément le score, mais une blessure, Jérémy Marellier. Ouais, on savait qu'il était blessé, le défenseur Maxime Bernauer, il n'a pas joué ce match amical contre Auxerre, un partout entre les deux équipes, mais ça on y reviendra. Et après la rencontre, l'entraîneur Eric Orneland nous a donné des nouvelles des blessés de manière assez simple, comme si de rien n'était. Je crois même d'ailleurs que c'est Joris qui lui a posé la question sur les blessés, où est-ce qu'on en était à la Saint-Etienne. C'était vraiment pour avoir des dates de retour. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il nous annonce qu'il y avait un joueur qui avait certainement terminé sa saison. Dans un anglais incroyable en plus, de la part de Joris Sabi. LV2. Hein. C'est parce qu'on n'avait pas amical avec lui qui se permet des petits tacs. Ça va y aller, pendant une heure. Ça peut dégainer à tout moment. Rappelons un petit peu peut-être l'état de forme de Maxime J'ai pas le droit de Bernauer. finir mon anecdote. Si, bien sûr. Donc Joris Sabi pose une question dans un anglais plus que fluent. Et parfait. Eric Orneland nous dit let me think, je vais y réfléchir, et il nous dit que Maxime Bernauer, effectivement, qu'on savait gêné au niveau d'un genou, serait absent peut-être jusqu'à la fin de la saison, probablement jusqu'à la fin de la saison, opéré d'un ménisque au niveau d'un genou dans le courant de la semaine. Maxime Bernauer, on le savait gêné depuis maintenant plusieurs semaines, depuis début novembre, un genou après un choc qu'il a reçu face au Red Star en Ligue 2, un joueur du Red Star qui lui est retombé sur le genou. Il a cru à un moment donné qu'il s'était fait les ligaments croisés. Maxime Bernauer, il n'en était rien. Il avait raté le match contre Troyes la semaine suivante. Il avait rejoué depuis 3 matchs de Ligue 2, match de Coupe de France aussi à Nice. Il n'avait pas pu jouer au Mans avec ses douleurs au genou toujours persistantes qu'il ressentait. Et finalement, on a décidé du côté de l'ASS ce qu'on nous avait dit en début d'année, que des spécialistes allaient être consultés. Et donc Maxime Bernauer souffre d'une blessure au genou qui va l'empêcher de disputer le moindre match pendant plusieurs mois, opération au ménisque. Et donc 3 mois d'absence minimum pour Maxime Bernauer, minimum dans le meilleur des cas. On peut donc parler probablement d'une fin de saison, puisque si jamais il revient dans 3 mois, ce qui est la fenêtre la plus rapide, il reviendrait pour les 3 derniers matchs de la saison. Donc ça fait une sacrée absence pour Max Bernauer. Après, je vais me faire peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que vraiment, après les performances, c'est la petite musique de l'avocat du diable, je me permets de le rappeler, après les performances de Maxime Bernauer ces derniers matchs, est-ce que son absence, véritablement, Joris, peut causer du tort à l'AS Saint-Etienne? C'est vrai qu'il n'était pas en grande forme non plus. Ouais, quand même, on parle d'un joueur qui est polyvalent, qui amène quand même quelque chose à cette défense. Alors, c'est vrai qu'il sort pas de la meilleure période de sa saison. Il sort notamment d'une bourde face à Bastia qui avait coûté un but au vert. Mais perdre encore un défenseur dans le contexte où Joao Ferreira et Benézer Hanan ne sont pas encore de retour, et sachant qu'on sait que Maxime Bernauer peut dépanner sur les côtés, que Chico Lamba, lui, est de retour, mais il est de retour sur la pointe des pieds. Il sort de 60 minutes là en match amical. On ne sait pas encore s'il va pouvoir livrer des matchs pleins. Il va falloir surtout l'économiser. Chico Lamba, qui a eu un été très agité avec son transfert. L'Euro Espoir, je pense qu'il lui a aussi peut-être un petit peu causé cette blessure qui l'a éloigné des terrains pendant quelques temps. Donc ça va être encore une défense à flux tendu du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est une vraie mauvaise nouvelle, sachant qu'en plus Maxime Bernauer
est aussi capable de faire des performances. La saison passée, on l'a vu faire des belles performances, notamment dans le derby contre Lyon. Donc ouais, moi je trouve que c'est une vraie mauvaise nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. Jérémy, vous voulez rajouter? Ouais, c'est censé être un taulier de cette équipe, hein, Maxime Bernauer. C'est en tout cas dans ce sens-là qu'il a été recruté l'hiver dernier en Ligue 1, puis pour être un taulier dans cette Ligue 2. Donc c'est forcément quelque chose de regrettable d'avoir un de ces tauliers sur le terrain et dans le vestiaire qui ne peut pas être actif dans cette deuxième partie de saison. Mais c'est vrai aussi que la saison de Maxime Bernauer, elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Une blessure à la cuisse dès la préparation qui lui a fait rater, je crois, les 3 premiers matchs de Ligue 2 cette saison à Maxime Bernauer. L'expulsion contre Guingamp à la fin du match pour ce geste d'humeur, pour s'en être pris à des Guingampais qui venaient célébrer devant le parcage leur victoire dans le Chaudron. 3 matchs de suspension, de nouvelles blessures maintenant au genou. Il aura disputé que 10 matchs, 10 petits matchs, la moitié des matchs seulement Maxime Bernauer. Donc finalement, quand on regarde ça, c'est forcément une saison qui sera quasiment manquée pour lui. Dans tous les cas, la question se pose avec le mercato d'hiver qui n'est pas terminé. Jusqu'à fin janvier, il court et cette nouvelle pourrait peut-être être l'occasion pour l'AS Saint-Etienne de recruter un défenseur qui fasse la fin de saison et les beaux jours de l'AS Saint-Etienne pour les matchs retour. On a posé la question à Eric Orneland. Écoutez sa réponse. On a la chance d'avoir un bon centre de formation avec des joueurs qui arrivent. En ce moment, on a Nadé, on a Pedro, on a Chico Lamba. Si Chico revient en forme, ça va vraiment nous aider. Et puis aussi au centre de formation, on a Dodot. Donc on a de bonnes possibilités. Ce qui peut se passer finalement au mercato, j'en suis pas vraiment sûr, mais je suis plutôt confiant sur le fait que notre défense centrale, elle est suffisamment bonne. Bon, alors tout va bien. La défense centrale est suffisamment bonne. Alors messieurs, je vous pose la question, faut-il recruter pour le mercato d'hiver? Ça va être notre petit débat du jour. Jérémy vient de parler, Joris, je vous laisse donc la parole. Je ne vais même pas débattre en fait. On sait que allez-y Joris. Je vous partage la parole. Je vous propose de commencer le débat. Vous avez 40 secondes. Allez, je commence. Moi je pense que l'AS Saint-Etienne doit recruter, doit saisir cette opportunité-là. On a vu que dès que Chico Lamba s'est blessé dans cette première partie de saison, c'était compliqué défensivement. On n'arrivait jamais à aligner la même défense. Donc là, on perd un défenseur qui est censé quand même être un des titulaires au poste, Maxime Bernauer. Je vois pas pourquoi on se priverait de recruter. La saison dernière d'ailleurs, je me rappelle qu'à cette période, on avait recruté un défenseur central qui s'appelait justement Maxime Bernauer dans cette période de mercato d'hiver. Donc je pense qu'il faut saisir l'opportunité justement pour améliorer cette défense qui subit beaucoup trop en Ligue 2 depuis le début de la saison. Et ben voilà, Jérémy Marié, quoi que vous disiez, de toute façon, Joris, vous avez un petit uppercut là-bas. Un uppercut. Un uppercut. Celui-là même que vous venez d'entendre. On peut faire une pause si vous voulez être soigné. Un uppercut, moi j'appelle ça une petite chatouille. Oh là 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 là, carrément. Ça y est, là il est dans le débat. Il débat même pas sur Bernauer. Mais... Jérémy, vous avez 40 secondes. Non, c'est pas impératif. D'une, parce que Maxime Bernauer n'est pas un élément finalement indispensable, impératif depuis le début de saison. Il n'a joué que 5 matchs en Ligue 2 à son poste de défenseur central. 5, vous voyez ma main, 5. Donc voilà, ça veut forcément dire quelque chose. De 2, parce qu'on a le matos quand même. Et c'est Eric Orneland l'a dit, on fait quoi? On a quand même Chico Lamba, Michael Nadé, Kevin Pedro, Axel Dodot également dans la formation. Donc à quoi ça sert de recruter pour recruter? Et puis de 3, on a besoin de stabilité. On n'a pas de stabilité, on n'a pas de continuité. À quoi ça va servir de faire venir un nouveau défenseur et de le mettre dans tout ça? Où est-ce que vous allez construire cette stabilité en espace de quelques semaines alors que vos besoins sont urgents et qu'on a le matos encore une fois avec un Lamba qui revient, avec un Michael Nadé, avec un Kevin Pedro, avec pourquoi pas un Axel Dodot. Vous voulez peut-être jusqu'à la fin de l'émission. C'est vrai, je peux continuer? Non, je peux aller citer les U17. C'est Kevin Pedro, par exemple, le jeune Kevin Pedro. Vous le reléguez au 4e choix en défense, désormais en recrutant un défenseur central de plus. Lucas Carré, cette émission n'en peut plus de mettre cette cloche de boxe. Et si Maxime Bernauer revient un peu plus tôt, on aura combien de défenseurs centraux? Il y a quand même des pénalités là. Il enfreint les règles du débat. Joris, malheureusement, on n'a pas de Paul Rivolier pour le remettre à sa place, Dark Jérémy. Donc il va falloir qu'on prenne cette... Ce Dark Jérémy, Jérémy de la vérité. Ce Jérémy Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Messieurs, c'est donc à moi que revient la lourde tâche de dire qui a raison, qui a tort. Moi, je pencherais quand même du côté de Joris. Non seulement parce que vous avez enfreint les règles, merci, Jérémy. Martin. Non mais objectivement, vous allez recruter un défenseur central, vous en aurez combien? Non mais la question n'est pas de savoir combien. Sachant qu'il y a toujours Bilal Batoubin-Sika.
Oui, c'est peut-être ça aussi. Faut-il se séparer de ceux qu'on ne veut pas mettre sur le terrain? Attendez. Pour la Ligue 2, Lamba, Nadé, Pedro, Dodot, Bernauer, s'il revient, Batou Binsika, plus une nouvelle recrue. Alors vous qui râlez à chaque conférence de presse sur la manière de communiquer d'Eric Orneland qui cite parfois des joueurs, franchement Axel Dodot, on l'a pas vu une seule fois en Ligue 2, vous me le citez comme si c'est un mec qui avait 15 matchs. Alors je l'ai vu jouer en jeune, moi j'adore le profil d'Axel Dodot et je pense qu'il a un avenir dans cette équipe. Après, le considérer comme étant dans un défenseur dans la rotation, objectivement, quand même. On a Chico Lamba qui est peut-être de retour en forme. On va attendre de voir, effectivement, parce que ça va conditionner beaucoup de choses. Mais on a quand même Michael Nadé derrière, qui, pour la Ligue 2 quand même, pardonnez-moi, mais fait le taf. Même si la défense est ce qu'elle est aujourd'hui à l'AS Saint-Etienne, mais c'est un joueur qui a le niveau aussi pour être tout en haut de la Ligue 2. Kevin Pedro, on lui envoie quoi comme message à Kevin Pedro, qui fait des performances honorables depuis qu'il est là? Si on recrute, aussi, on le relègue en fin de banc. En vrai, Chico Lamba qui revient, on ne sait pas quel va être son état physique dans les prochaines semaines. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un pépin comme on l'a eu, comme on l'a là avec Maxime Berner. Donc vous recrutez tout de suite. Moi, je recruterais un défenseur, pourquoi pas polyvalent. Et pourquoi pas polyvalent, ce qui nous débarrasserait, alors non pas de ses performances exécrables, mais d'un Venol qui n'a rien à faire là en défense. Vous voulez, au mercato d'hiver, donc un défenseur polyvalent qui soit prêt tout de suite. Oui, bon, d'accord. Qui puisse jouer titulaire c'est une vraie interrogation, c'est ce mercato d'hiver. Le problème du mercato d'hiver, c'est que souvent, c'est des joueurs qui ne jouent pas forcément dans leur club. Ça, je suis d'accord avec Jérémy. Après, s'il y a des opportunités, il y en a toujours, des clubs qui ont besoin de liquidité, des joueurs qui veulent changer d'air. Moi, je pense qu'il ne faudra pas se priver parce que je ne voudrais pas qu'on arrive en avril dans le sprint final pour la remontée en Ligue 1 et qu'on se retrouve avec une défense expérimentale encore une fois. Jérémy, Joris, on a quand même de belles choses qui ont été montrées contre Auxerre. On va pouvoir débriefer ce match amical un partout entre la Ligue 2 et la Ligue 1 incarnée par l'AS Saint-Etienne et la JO Auxerre. We have a team like Ligue 1 and we need to show everyone this. Our level belong to Ligue 1. C'est cela, oui. Bon, on a le niveau Ligue 1, 100% Sainté, votre émission d'actu de l'AS Saint-Etienne avec ce match nul contre la JO Auxerre, club de Ligue 1. Souvenez-vous, c'était ce que Mahmoud Jaber et Zoriko Davitashvili nous avaient confié après la défaite face à Nice en Coupe de France. On a le niveau Ligue 1. Force est de constater que si on fait jeu égal avec la JO Auxerre, Joris, on a le niveau Ligue 1. On a le niveau Ligue 1. Moi, j'avais déjà défendu ce point de vue face à Nice. C'est pour ça que je me tourne vers vous. On a le niveau bas de tableau Ligue 1 parce que moi, je pense que le niveau bas de tableau Ligue 1. Ligue 2, quoi. Non, mais ce qui est la vérité, c'est que le bas de tableau de Ligue 1, quasiment chaque saison, il se vaut avec le haut de tableau de la Ligue 2. Je veux dire, le FC Metz qui fait l'ascenseur chaque année, et quand il joue contre Le Havre qui est en fin de tableau de Ligue 1, généralement ça fait match nul ou une victoire 1-0 ou 2-1 parce que c'est des matchs serrés. Et nous, on l'a vu d'ailleurs, on est remonté en Ligue 1 par la petite porte et les barrages et on a vu qu'on avait extrêmement des difficultés dans cette Ligue 1 et qu'on n'a pas été capable de rivaliser la plupart du temps. Alors parfois oui, on était capable de faire des superbes prestations et parfois on passait complètement à côté. Donc moi je pense que j'ai pas changé d'avis, je pense que les Verts ont toujours ce niveau Ligue 1 faible, mais le problème c'est qu'il va falloir faire plus si on veut à la fois déjà remonter en Ligue 1 parce que là cette année je trouve qu'il y a quand même sur le devant de la scène en Ligue 2 des clubs qui sont pour le moment supérieurs à nous, je pense notamment à 3 et des clubs qui sont en train de revenir comme Reims et Montpellier qui vont être très durs à aller prendre sur cette fin de championnat, donc ça va être compliqué. Et après il faut pas se cacher, on a une direction qui est arrivée maintenant il y a 1 an et demi. Elle a quand même pour objectif peut-être de s'y installer dans cette Ligue 1. Et là, par contre, si vous me demandez est-ce que l'AS Saint-Etienne a le niveau pour s'installer dans cette Ligue 1, pour le moment, je vous réponds que non. Jérémy, revenons peut-être sur les conditions de ce match qui s'est déroulé à huis clos, sous la neige partielle à Geoffroy Guichard. Ça n'a pas empêché les joueurs de disputer la rencontre. C'était des flocons qui ne tenaient pas au sol sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Globalement, un match intéressant. Je ne sais pas, Joris, ce que vous en avez pensé au final.
mais un match avec du rythme. On n'avait pas forcément le sentiment, surtout en première période, que c'était un match amical. Il y avait vraiment de l'intensité sur la pelouse, une équipe type alignée par Eric Horneland, avec notamment une défense Pedro, Lamba, Nadé et Benold, peut-être la défense qui sera alignée contre Clermont en Ligue 2 pour la prochaine journée. Et des enseignements, on peut en tirer pas mal, notamment en physique. Alors on a déjà parlé de Chico Lamba, mais c'était l'une des principales questions qu'on se posait autour de ce match-là, et l'un des enjeux de ce match-là, c'était de redonner du temps, des minutes et du rythme à des joueurs qui en manquent depuis maintenant plusieurs semaines. Chico Lamba n'a pas joué de rencontre officielle depuis plus de 3 mois. C'est pas un match officiel non plus contre Auxerre, mais de ce qu'on a pu voir en tout cas sur Chico Lamba, c'est plutôt rassurant dans ses interventions et dans la recherche de complicité, avec Michael Nadé, même si apparemment il y a un nouveau défenseur qui va arriver dans les prochains jours selon Joris Sabi, et que les deux ne joueront pas ensemble. Moi, ce que je veux rajouter quand même sur ce match, c'est que je pense que c'était un match tournant dans cette saison de la Saint-Etienne. Et je pense que Jérémy me contredira pas là-dessus. C'est un match amical. Je fais des efforts pour pas vous attaquer comme ça, et bim. Ouais. Non, mais sans parler forcément de match tournant, oui, vous avez aussi senti. Non, mais ça, c'est pour Chico Lamba, qui était sur le retour, Joris, vous avez vous aussi senti que ça pouvait être un retour réussi de la part de Chico Lamba. Ouais, un retour réussi. Il a eu pas mal de petites interventions à faire. J'en ai une en tête en première mi-temps où il y a une situation de supériorité numérique pour les Auxerrois. Il se jette pas, il arrive à contenir les deux Auxerrois, il en gêne un qui tire finalement à côté, donc non, on l'a trouvé. Et puis en fait on a retrouvé le Chico Lamba qu'on connaissait, c'est-à-dire que c'est quand même un jeune défenseur, Chico Lamba. Il arrive à Saint-Etienne avec un petit CV parce qu'il a joué l'Euro Espoir, mais ça reste quand même un jeune, et je trouve qu'il a cette maturité défensivement qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de défenseurs, et ça je pense que ça va énormément apporter à l'AS Saint-Etienne. On parle des actions défensives bien sûr, et c'est un très bon défenseur, ça il n'y a pas de souci, on n'a pas de doute, mais je pense que dans les attitudes il va apporter beaucoup à cette défense, et notamment on parlait tout à l'heure des jeunes comme Kevin Pedro qui est amené quand même à jouer de plus en plus, parce que d'une il fait des bonnes prestations, et deux avec les blessures il est un petit peu obligé de compenser. Et mettre un Chico Lamba aux côtés d'un Kevin Pedro, là Kevin Pedro a commencé latéral quand Chico Lamba était dans l'axe, franchement c'est parfait, ça lui met quelqu'un qui a l'expérience quand même du haut niveau et qui a une attitude très positive, et du coup Kevin Pedro, je pense qu'il se sent encore mieux avec des joueurs comme Chico Lamba sur le terrain à ses côtés. Chico Lamba qui n'est plus apparu en Ligue 2 depuis Montpellier, depuis le match à Montpellier il y a 3 mois désormais. C'était il y a 1000 ans. Mais d'ailleurs c'est quand même intéressant de voir que c'est contre Montpellier que Chico Lamba se blesse contre Montpellier. Et c'est presque. Alors, il y avait déjà eu la première défaite, il me semble, contre Guingamp, c'était auparavant. Par contre, je crois qu'il n'y avait eu qu'une défaite. Et que derrière, c'est là que ça a commencé un petit peu à être moins bon du côté de la Saint-Etienne, à enchaîner à la fois des bonnes performances, mais surtout des mauvaises. Il y a eu ce match contre Le Mans notamment, il y a eu d'autres défaites. Qui a marqué le tournant dans cette dynamique dont on parle beaucoup à la Saint-Etienne. Mais Guingamp, c'était pas avant Montpellier, justement. Moi, il me semble que c'est juste avant. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, Chico Lamba, quand même, le moment où il s'arrête, c'est quand même la dynamique négative de la Saint-Etienne. Donc je trouve que c'est quand même intéressant à souligner. Le but de ce match amical contre Auxerre, c'était de voir si Chico Lamba allait pouvoir tenir dès la semaine prochaine contre Clermont aussi. On a posé la question à Eric Horneland de savoir si Chico Lamba avait maintenant la capacité de démarrer un match de Ligue 2. Il a dit quand même qu'il allait avoir une discussion avec Chico Lamba pour savoir comment il s'était senti pendant cette rencontre-là. Mais au vu de l'heure qu'il a disputée, normalement, si tout va bien, Chico Lamba devrait démarrer contre Clermont la semaine prochaine. Autre joueur qu'on attendait peut-être sur ce match amical, c'était Lucas Tassin, qui peut-être n'a pas trouvé le chemin des filets depuis lui aussi un bon bout de temps, qui peut-être aussi correspond à cette période de creux pour l'AS Saint-Etienne. Alors lui, ça remonte, je crois, à Amiens, on disait, son dernier but à Lucas Tassin. Ce week-end, il a été dans la lignée de ses derniers matchs avec l'AS Saint-Etienne, que ce soit à Nice ou Le Mans, pour ma part, de ce que j'ai vu. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans le jeu, dans son jeu dos au but. Il a été impliqué, il a récupéré quelques ballons aussi qu'il a gratté sur des pressings. Malheureusement on l'a pas assez vu dans la zone de finition là où on l'attend. Je trouve que ça a été vraiment globalement similaire à ce qu'on a vu de lui ces derniers temps. Donc il n'a pas retrouvé cette confiance face au but, mais il n'est pas invisible. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Non, parce qu'il y a des attaquants des fois qui passent complètement à côté. Ça me fait marrer, Joris nous défend cette théorie-là. Il est en extase devant le Tassin parce qu'il est visible depuis maintenant plusieurs semaines. Je suis désolé, par exemple, vous qui avez vu le match amical,
Vous avez pensé quoi de l'entrée de Gilles Nguessan dans ce match? Il n'a pas forcément été bien plus visible que Lucas Tassin. Même moins. Si vous êtes honnête, même moins. Il a joué 25 minutes, le pauvre Gilles Nguessan, qui, je rappelle, accumule les graves blessures depuis maintenant de longs mois à l'AS Saint-Etienne, qui est en phase de reprise. Je sais, il y a de l'ironie, mais on est en droit d'attendre un peu plus de Lucas Tassin que d'un Gilles Nguessan. Complètement, ça je suis d'accord. Mais après, au-delà du débat de la visibilité, on le dit souvent, pour un attaquant de pointe, pour un buteur, l'important c'est peut-être de retrouver une fois le chemin défilé pour qu'après ça vienne en cascade. Et contre Auxerre, malheureusement, j'ai pas le souvenir d'une occasion franche pour Lucas Tassin. Il en a une d'ailleurs, et je trouve que c'est un petit peu le symbole du Lucas Tassin actuel. Il y a un contre, Cardona qui sert Boaké qui file au but, Donovan Léon sort à son encontre, le ballon revient sur Tassin. Alors l'arbitre siffle juste avant parce que Donovan Léon reste au sol après le contact avec Boaké. Tassin tente le lob, il passe à côté. Bon, il n'y aurait pas eu but, de toute façon le but aurait été annulé puisque l'arbitre a sifflé avant. Mais n'empêche que c'est le genre de geste, l'attaquant en confiance, il la met. Et là, on sent que Lucas Tassin, c'est pas l'attaquant en confiance. Mais à côté de ça, je me rappelle d'une action juste après où il gratte lui-même un ballon au milieu de terrain, il fixe bien et décale Boaké. Boaké qui essaye de le retrouver en retrait, c'est mal joué. On sent quand même un attaquant il a des capacités. Je le sens. Moi, vraiment, je pense, comme Jérémy le disait, ça va être l'histoire d'un but. Il faut que ce but arrive vite pour lui, pour qu'il relance la machine. D'ailleurs, c'est pas pour jouer le rôle des cygnes, etc. Mais Lucas Tassin a retrouvé le chemin des filets en Ligue 2 face à Clermont. C'était Reims, je crois. Ah non, Clermont, il marque, c'est sûr et certain. Mais je crois que c'est d'abord Reims. Puis Clermont, puis Amiens. Bon, je suis vraiment pas sûr. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Peut-être pas par les statistiques. Je crois que son premier but, il rentre à la mi-temps contre Clermont et il marque. On va vérifier tout ça, bien sûr. Et 100% synthèse. On pourra effacer le montage et reprendre après. Non, absolument pas, c'est du direct. C'est du direct. J'assumerai mon erreur si tel est le cas. Autre attaquant qui, lui, peut jouer en rôle de faux neuf, en ailier, en box-to-box. El Djamali, on en parle dans 100% synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. Votre émission d'actu de l'AS Saint-Étienne, accompagnée d'experts, bien évidemment. Alors surtout vous, Joris Sabi, puisque la barre a été faite. Je tenais à apporter un rectificatif. Effectivement, contrairement à ce que disait Joris Sabi, c'est bien contre Clermont que Lucas Tassin avait retrouvé le chemin défilé pour la première fois en début de saison. Voilà. Et non contre Reims, comme le disait Joris. Bien sûr. Parlons d'El Djamali tout de même. El Djamali qui, lui, a été très intéressant a priori. Joris, Jérémy, c'est vous qui aviez suivi ce 1-1 face à Auxerre. Très intéressant donc sur ce match amical face à une petite Ligue 1. Jérémy. Oui, une petite Ligue 1, oui, en ce moment, on peut dire ça d'Auxerre. Et Nadir El Djamali était l'un des choix importants faits par Eric Orneland, on le rappelle, qui avait aligné une équipe type pour défier l'AJ Auxerre. Nadir El Djamali qui a joué la première période. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Joris, depuis tout à l'heure? Je vous regardez avec un grand sourire. J'ai l'impression que vous insistez sur le fait que ce soit une équipe type avec Nadir El Djamali au milieu de terrain pour faire dire qu'Igor Miladinovic était solvant. Et ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup. Non, mais attendez, ce sera la deuxième partie de ma plaidoirie. Voilà. N'anticipez pas trop, s'il vous plaît. Allez, non, Nadir El Djamali qui a démarré au milieu de terrain titulaire avec Flo Tardieu et Mahmoud Jabber, avant de basculer en seconde période sur un côté de l'attaque, le côté droit de l'attaque stéphanoise. Et ouais, je l'ai trouvé encore une fois très très intéressant, Nadir El Djamali. Dans les deux postes, surtout dans le cœur du jeu. Un peu comme au Mans lors du premier match de l'année 2026 pour Nadir El Djamali, qui est d'ailleurs à l'origine du premier but, du seul but stéphanois, dès la 4e minute de jeu. Un centre en retrait après avoir percuté côté droit et un caviar pour Erwin Cardona qui a plus qu'à fusiller le gardien auxerrois. Et pour moi, oui, deuxième partie de ma plaidoirie, attention Joris, je pense que Nadir El Djamali, dans la hiérarchie, en tout cas à l'instant T, est passé au milieu de terrain devant Igor Miladinovic. Et ce ne serait pas déconnant de le voir titulaire contre Clermont la semaine prochaine, Nadir El Djamali. La parole est à la présidence du fan club d'Igor Miladinovic, bien sûr, Joris Sabi. Non, si on parle de la prestation de Nadir El Djamali, je l'ai trouvé très bon aussi face à Auxerre, dans la lignée de ce qu'il a proposé en seconde mi-temps face au Mans. C'est un joueur qui est très intéressant et puis il a cette faculté, moi j'aime bien ces joueurs au milieu de terrain qui ont cette faculté à aller de l'avant. Il l'a montré, il fait une super passe décisive après un gros travail de percussion côté droit, et je l'ai trouvé aussi très intéressant en tant qu'ailier. Il a une occasion en seconde mi-temps où il peut permettre au Vert de mener 2-1. Il a toujours ce défaut, je le dis souvent à ce micro, et je pense qu'une fois qu'il l'aura gommé, ça deviendra un joueur encore
encore meilleur, c'est ce défaut du gaucher à toujours vouloir se remettre sur son pied gauche et peut-être à trop le montrer. Il masque pas assez ses intentions sur cette occasion dont je parle face à Auxerre. Il est lancé en profondeur, il est tout seul, il arrive et on voit qu'il veut enrouler pied gauche. Donc le défenseur a le temps d'arriver, il se jette, il compte le ballon. Alors que si sur cette action-là où il est sur son pied droit, il croise sa frappe pied droit, même avec un pied droit un peu plus mauvais que le gauche, je pense qu'il peut marquer. Donc c'est un petit peu ce défaut, mais globalement, quasiment tous les gauchers, les gauchers s'appuient sur un pied qui est tellement fort. Souvent le pied gauche, il est beaucoup meilleur souvent que les droitiers. On se souvient de grands joueurs comme Robben qui avait un pied gauche. On savait ce qu'il allait faire, mais ça passait tout le temps. Et il faut, je pense, qu'il travaille un petit peu plus ce pied droit pour qu'il puisse être un petit peu plus... imprévisible dans la surface adverse où là on voit trop qu'il veut aller sur ce pied gauche et parfois ça le dessert. Après sur le côté Miladinovic, moi j'aime bien Miladinovic aussi. Je trouve que c'est des profils assez similaires d'ailleurs au milieu de terrain, mais ce qui est sûr c'est que sur la forme actuelle, Nadir El Djamali est pour le moment au-dessus d'Igor Miladinovic. J'ai du mal à le dire parce que c'est tellement dur pour moi de dire. Non, c'est vrai, mais après au milieu de terrain pour le coup on manque pas beaucoup il y a pas beaucoup de monde qui est absent. Là il y a Mouefek qui revient aussi, il y a Paul Aymar qui va faire qui va pas faire son retour d'ailleurs, qui est là aussi dans l'équipe, qui a son contrat pro, qui montre aussi de belles choses quand il rentre en jeu. Donc il va y avoir une vraie concurrence et la concurrence c'est bien. Et c'est vrai que devant, peut-être que Nadir El Djamali sera peut-être un petit peu plus barré par Cardona, Stassin, Davitashvili, Dufus quand ils seront tous revenus. Mais n'empêche que là, à l'instant T, il a peut-être plus de chances de jouer ailier, Nadir El Djamali. Ça fait 5 minutes qu'il nous dit en fait la même chose que moi, Joris Sabi, alors qu'on pensait qu'il allait défendre Igor Miladinovic pendant 3 heures. Pas du tout. Pas pour le moment. Après, Igor Miladinovic, on se souvient de sa frappe contre Reims. Il y a le match contre Reims qui arrive bientôt. On parlait de signes, vous savez. Moi, j'y crois beaucoup et j'attends ce match contre Reims avec impatience. Bien sûr, et c'est d'ailleurs face à Clermont, me semble-t-il, qu'il avait été aligné pour la première fois. Il rentre à la mi-temps. Il rentre à la mi-temps et il fait une bonne mi-temps d'ailleurs face à Clermont avec Stassin. Qu'il est raligné derrière. Et après, derrière, il enchaîne un petit peu et puis après, il nous éblouit. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce que on peut arrêter de lui donner la parole. Oui, on va arrêter. On va arrêter de lui donner la parole et on va continuer. Vous en parliez à l'instant, Joris et Jérémy, mais les autres absents, Dufus, Ferreira, Hanan. Quid de cela et quid également d'un autre joueur absent face à Clermont, Davitashvili. On en parle dans 100% Synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé. Zoriko Davitashvili est blessé et sera absent face à Clermont-Ferrand. Tiens, je vais me faire l'avocat du diable une fois de plus. On n'est pas en période de mercato, messieurs. Oh là là là, je suis mauvaise langue. Là, pour le coup, offensivement, je trouve qu'on a assez de monde. Depuis le début de l'année. Vous voulez pas une autre crue aussi sur les ailes de l'attaque? Offensivement, en vrai, quand il y a tout le monde, il y a 7 joueurs. On est obligé même d'en laisser en réserve. Davitashvili, très très bon buteur de Ligue 2. Ah bah complètement. Non mais son absence, si vous me demandez si elle va être préjudiciable, son absence, bien sûr, quand on perd son meilleur buteur, que ça va être préjudiciable. Après, là pour le coup, prendre un joueur supplémentaire, si Davitashvili, en plus on nous a parlé d'une petite blessure du côté de Davitashvili, je pense qu'il pourrait être de retour la semaine suivante, peut-être face à Reims, rien de sûr, mais en tout cas ça va pas être une longue absence. Si on prend un joueur en plus, ça veut dire que vous avez qui? Cardona, Dufus, Tassin, Old, El Djamali qui peut jouer du coup aussi à ce poste-là, que j'ai cité Cardona, il me semble. Il y a 7 joueurs. Je tout débrouiller. Il y en a 7. Quoique Benol, maintenant c'est un latéral. Donc, maintenant c'est un défenseur. Mais il y a beaucoup trop de monde, je pense, offensivement pour qu'on doive recruter. Après, si 2 joueurs venaient à se blesser pour la fin de la saison, là je vous dirais pourquoi pas. Mais si on garde. Il ne faut pas recruter en attaque parce qu'on a 7 joueurs pour 3 postes. Il faut recruter en défense parce qu'on a 6 joueurs pour 2 postes. Pour 2 pas. Alors, listez-moi les 6 joueurs pour 2 passes, j'ai hâte de. Lamba, Nadé, Pedro. C'est reparti. Attendez, je recommence. Lamba, Nadé, Pedro. Bernauer quand il reviendra en fin de saison. Axel Dodot, Dylan Batubinsika, Joan Ferreira. Mais Joan Ferreira, c'est un latéral. Et vous me parlez de 2 postes. Vous nous parlez de journalistes, de grands journalistes d'envers et contre tous qui préfèrent Ferreira dans l'axe que sur un côté. En Ligue 2, et vous me citez Bernauer qui est donc blessé. Messieurs, on n'est pas là pour parler. On en a déjà parlé de ça, d'accord? On a déjà convenu que vous aviez perdu. Jérémy, c'est pas grave. Je mets en exergue les imprécisions du discours de Joris Sabi. Mettez en exergue, mettez dans votre barbe, s'il vous plaît. D'autant qu'il y a d'autres incertitudes. Vous parlez de Ferreira, d'ailleurs. Juste pour revenir, j'ai le droit de parler sur Davitashvili ou pas? Oui, vous avez le droit de parler sur Davitashvili, bien sûr. Parce que là, mais que sur Davitashvili, commencez pas.
Mais non, mais effectivement, sur le papier, on peut se dire que c'est préjudiciable. C'est le meilleur buteur de la Saint-Etienne. 8 buts depuis le début de saison. C'est le joueur des clics, blablabla, blablabla, blablabla. Mais encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis. Pour moi, Zorico Davitashvili n'est pas indispensable à cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'est un joueur qui parfois. J'entends un petit peu ce que vous dites. Voilà, Très frustrant. Des experts peuvent avoir ce sentiment-là d'un joueur un peu trop isolé individuellement, pas relié forcément au collectif. Ok, c'est le meilleur buteur de Saint-Étienne. Davitashvili, il a raté, ou il n'a pas démarré, 5 matchs depuis le début de la saison de la Saint-Étienne. On a énormément souffert sans lui. 4 victoires pour la SS, 1 match nul. Mais c'est quoi les matchs qu'il n'a pas démarré donc, Clermont, on va gagner là-bas. Ouais, donc on perd 1-0 à la mi-temps. Hein. On a gagné, on a perdu. Je crois, rentre à la mi-temps, si mes souvenirs sont bons. Donc après, je veux bien faire dire ce que vous voulez aux stats. Mais bon, je vous écoute, Jérémy, décidément, les stats sont pas bonnes. Je m'en prends plein la tronche pour un match amical. Non, mais je veux bien vous écouter. J'ai le droit vous avez le droit, mais j'aime bien apporter quand même ma petite patte aussi aux statistiques parce qu'on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, la victoire 3-2 contre Reims. Ouais. C'est là on perd 2-0 aussi, Reims est réduit à 7. On et puis perd on 1-0, ceci dit on revient partout. 2-1, la victoire contre Pau. La victoire, là oui pour le coup 6-0. Il rentre, il marque. Hein, oui, il rentre, il marque, mais effectivement il y avait déjà 5-0, non ? La victoire à 3, oui, c'est vrai, belle victoire. 3-2, mais je vous dis pas qu'il y a eu que des mauvaises. Mais bon. Non, mais ça veut pas dire que l'absence de Zorico Davitashvili fait que la SS est en difficulté. Voilà. Surtout qu'on a du banc. Après, on va parler aussi des autres absences. L'absence de Davitashvili combinée à celle de Joshua Dufus, ça fait quand même 2 attaquants majeurs de la Saint-Etienne, majeurs même si Dufus n'a pas un temps de jeu exceptionnel, quand il joue, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un joueur qui a des stats. Ouais. Donc ça va être préjudiciable. Après, sur le papier, encore une fois, et on se répète, la Saint-Etienne a un effectif qui fait que avec l'absence de Davitashvili et Dufus, devant, on va pouvoir avoir Cardona, Stassin. Et après, Augustine Boisquet, certainement, puisqu'il est revenu aussi de suspension. Franchement, cette attaque, je pense que vous demandez à n'importe quel coach de Ligue 2, il signe tout de suite pour l'avoir. Donc il n'y a pas le feu au lac non plus, mais ça reste quand même pour moi une absence bien préjudiciable. Pas le feu au lac. D'ailleurs, a-t-on des oui-dire, des revenus potentiels de Ferreira, Hanan et Dufus en parlant de... Des oui-dire. Des oui-dire. J'ai jamais dit ça comme ça, Eric Orneland. You have some yes say. Je sais pas comment on traduit les oui-dire en anglais. Je sais pas, voilà. Je vais regarder, tiens. Mais nous avons des oui-dire effectivement sur les prochains. Merci Jérémy de répondre à la question. Prochains retours potentiels de joueurs stéphanois. Joan Ferreira, retour envisagé face à Reims. Donc c'est le match après Clermont. Pareil pour Josh Dufus, retour envisagé pour le déplacement à Reims. Et Ebenezer Hanan, par contre, lui pourrait revenir un tout petit peu plus tôt, peut-être contre Clermont. Ce retour d'Ebenezer Hanan, qui est absent depuis le match de Dunkerque, depuis une nouvelle entorse à la cheville, il a repris l'entraînement. Ebenezer Hanan, le latéral gauche ghanéen, de là l'envisager titulaire contre Clermont. Là, je m'avancerai pas là-dessus. Ouais, peut-être pas titulaire contre Clermont, mais potentiellement rentrant. Il était la semaine dernière à l'entraînement, pas collectif, il était à l'entraînement individuel, et là, il a repris l'entraînement collectif. Donc, je pense qu'il sera dans le groupe, et c'est quand même une bonne nouvelle. On aura quand même un latéral gauche au poste qui pourra rentrer. Et comme j'aime bien faire aussi mon mea culpa, je viens de regarder pendant que Jérémy parlait à Clermont. Donc non seulement Davitashvili n'avait pas commencé, mais il n'était même pas rentré en jeu, il n'était pas dans le groupe. Donc voilà, Jérémy, dommage parce que c'était une belle punchline. C'est dommage. Ouais. Vous la laisserez quand même. Oui, bien sûr. Vous couperez le mea culpa, personne ne vérifiera. Merci. C'est avec Joris. Jérémy, merci Joris. Voilà. Non, mais je sais même plus quoi dire. Voilà. Non, mais j'étais dans ma recherche de traduction des oui-dire, des hearsay. Merci mon cher Jérémy. Cette émission, mais vivement que Paul revienne. Hein, il manque. Hein. Ah oui, il manque. Au revoir petit ange parti trop tôt. On va continuer. Il va bien. Il va très bien. Il va très bien. On rassure. Il va très bien. On va continuer cette émission 100% synthé bien sûr pour revenir sur les. Comment appellerons-nous ça? Las branlas. Voilà. Utilisons alors, je sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Non, les autres matchs des Verts qui sont déroulés, les autres matchs de l'ASS qui se sont déroulés. On va parler des féminines et des U18.
Ici Saint-Étienne-Loire. 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. Le match face à Auxerre pour les Verts s'est déroulé samedi, 1-1, mais d'autres matchs ont eu lieu le dimanche notamment. Et en parlant de mauvais résultats, il y en a un qui fait tâche quand même. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Aïe 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 aïe, ça fait mal quand on se fait plier sans même livrer bataille. 6-0. Un petit 6-0. C'est pas Los Lobos qui a chanté ça. Chanteur, là, quoi. C'est Los Branlos, bien sûr, qui est à l'origine de ce aïe aïe aïe, ça fait mal. Los Branlos. Oui. Ouais. Il y a du budget. Hein. Ah, il y a du. Parce qu'on est en espagnol, Putain, on en peut SACEM, ça. on peut ça donc va faire dire cher. Las Branlas et Los Branlos. Écoutez. Je vous laisse dans votre Je parle traduction. allemand, moi. Je veux froisser aucun espagnol ou aucune espagnole. Je pense à J'espère mes profs aussi. d'espagnol qui m'ont enseigné bien plus de choses que vous deux réunis. Bien évidemment, c'est de l'humour. Voilà, Ouais, c'est à prendre au ok. second degré. Non, mais concernant les féminines tout d'abord, et on va parler des U18 dans quelques instants, mais en Coupe de France, 16e de finale contre OL Lyon, l'AS Saint-Étienne a fait pas le figure. Joris Sabi, vous l'avez regardé ce match? Ouais, je suis arrivé en retard parce que du coup, avec toutes ces nouvelles du match amical, parce que c'était pas le dimanche, hein, c'était bien le samedi à 14h30. Bon, Pardon. il a commencé Mes une heure plus excuses. tard parce qu'il a beaucoup neigé et le stade a dû être déneigé avant que le match puisse commencer. Et je suis arrivé, il y avait déjà 2-0 pour Lyon après 20 minutes de jeu, je crois. Donc début de match très compliqué. De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. On va rappeler l'écart abyssal entre les deux équipes. 14 fois championne de France, je crois, les Lyonnaises. Certainement, j'ai pas le chiffre en tête, mais oui, beaucoup de fois, championne d'Europe à multiples reprises également. C'est une équipe qui est taillée pour jouer au plus haut niveau et l'AS Saint-Etienne se bat actuellement pour son maintien en première division. Donc l'écart soit là, on s'y attendait. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu match. Autant match aller en championnat, les Vertes s'étaient bien battues. Il y avait eu match, elles avaient perdu 2-0. 2-0. Mais elles avaient montré un vrai beau visage, les Vertes. D'ailleurs, un des premiers matchs intéressants à voir de la Saint-Etienne cette saison du côté des féminines, parce que ça avait très mal commencé en championnat. Là, cette fois-ci, 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, alors paradoxalement, elles en prennent 4, mais dont 3 dans les 10 dernières minutes. Et je trouve qu'elles ont un meilleur visage en seconde mi-temps, avec des ressorties de balles, notamment l'entrée d'Ornemann devant a fait du bien. Elle a permis de faire monter le bloc en gardant des ballons dos au but, en jouant avec son corps. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Elles ont totalement cédé dans les dernières minutes. Donc un match qui, de toute façon, on ne s'attendait pas forcément à une qualification des Vertes, mais il ne rassure pas vraiment dans le contenu avant une semaine capitale pour les Vertes, parce qu'elles vont jouer 2 matchs. Face à Marseille, notamment pour le premier. Et Nantes, ouais. Donc là, il va falloir à tout prix prendre des points, parce que là, la situation commence à être vraiment compliquée pour les Vertes en Arkema, et si elles veulent, en Arkema Première Ligue, pardon, si elles veulent se maintenir, il faut prendre des points dès maintenant. Maintenant, il n'y a plus de joker. Rappelez que Marseille figure tout en bas du tableau avec l'AS Saint-Étienne. Plus trop, finalement, les joueuses de l'Olympique de Marseille, promues dans cette première ligue, candidats au maintien. De base, les Marseillaises qui sont venues nous mettre une bonne petite, comment on dit en espagnol déjà, Rusta, oui. Très bien. Geoffroy Guichard, il y a quelques mois de cela. Et ce mercredi, les Vertes vont effectivement défier cette équipe de Marseille. Et là, ce sera, un match qu'il ne faudra pas manquer du côté des joueuses de Sébastien Joseph. Saint-Étienne, dernière avec 5 points. Les Marseillaises, elles sont 8e sur 12 avec 11 points. En cas de victoire des Marseillaises, on pourrait leur dire adieu et on les rattraperait sans doute pas d'ici la fin de saison. Donc, semaine cruciale. Et on ne peut pas dire que les Stéphanoises l'entament de la meilleure des manières avec cette défaite 6-0. Encore une fois, contre Lyon, il n'y a aucune honte à perdre un match, mais est-ce qu'il y a des éléments, des motifs d'espoir, des motifs sur lesquels on peut espérer travailler dessus à la suite de ce match-là? J'en suis pas forcément convaincu, malheureusement. Affaire à suivre donc pour le coach des féminines, éliminé donc de la Coupe de France, bien évidemment, après ce 6-0 face aux OL Lyon. Autre dérouillé, cette fois-ci, c'était en Gambardella. Alors, l'adversaire était coriace, là aussi, Monaco, sérieux prétendant au titre de la Coupe Gambardella pour les U18.
Jérémy, l'AS Saint-Etienne a fait 4-1 face à Monaco, plutôt 1-4 dans le beau sens. Oui, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Au final, il y a une défaite, de toute façon. Ça s'inverse pas, malheureusement. Non, ce serait facile de pouvoir inverser comme ça. Ouais, c'est vrai ça. C'est une bonne idée, je vais la retenir. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Martin. Oui, je suis sûr qu'on pourra monter directement. Donc, une défaite 4-1. On savait que les jeunes Monégasques étaient favoris pour cette rencontre-là. Il n'y a pas eu de miracle pour les jeunes Stéphanois éliminés donc de la Coupe Gambardella. Score de 4-1. Joris, pour Envers et contre tous, vous avez assisté à la rencontre et oui, il n'y a pas eu de suspense non plus. Pas malheureusement. très longtemps. Ça a été quand même un match plus serré. Hein. On peut pas parler c'était pas du tout le même rapport de force. Les Verts auraient pu le gagner. Ça aurait pas non plus été la surprise du siècle. Hein. Ça reste quand même deux équipes qui jouent dans les catégories 19 nationaux. Mais il y en a une qui est leader de sa poule pendant que l'autre trace plutôt les places du milieu de tableau, voire du bas de tableau. Cette saison, c'est pas habituel pour l'AS Saint-Etienne qui a généralement des U17 nationaux et U19 qui jouent quasiment jusqu'à la fin des championnats la course pour les playoffs. C'est pas le cas cette année, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons jeunes à l'AS Saint-Etienne, c'est juste que cette saison, la mayonnaise pour le moment ne prend pas du côté des groupes de jeunes de l'ASS, et on l'a vu hier que l'AS Monaco a été meilleur, que ce soit individuellement et collectivement. Mais on a senti une équipe dans le fond de jeu qui était beaucoup plus avancée que l'AS Saint-Etienne. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça s'est joué aussi dans les moments clés. Les Verts sont rapidement menés 1-0. Ils ont une grosse occasion de revenir un partout, ils ne la mettent pas. Sur le contre, ils prennent le deuxième. Ils arrivent à revenir à 2-1 et pareil, ils offrent le 3-1 sur une relance complètement manquée du défenseur central qui offre le 3-1 à Monaco juste avant la mi-temps, donc ça fait mal aux têtes. En seconde mi-temps, paradoxalement, c'est un peu mieux du côté de l'AS Saint-Etienne. Il y a des occasions de revenir à 3-2, on les met pas, et derrière, carton rouge pour l'ASS, quatrième but qui est anecdotique qui arrive dans les dernières minutes. Donc voilà, et c'est un match de coupe qui a été quand même largement dominé par les Monégasques. On a rarement senti dans le match les Stéphanois en mesure de mettre leurs pattes sur la rencontre et de la remporter. Donc c'est dommage parce que la Coupe Gambardella, c'est une vraie vitrine pour le centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Après, on a tendance à se fier à cette Gambardella, ça reste une coupe. Et une coupe, ça se joue sur un match éliminatoire chaque semaine. Donc la réalité du championnat est plus importante, je pense, pour se rendre compte du niveau des jeunes. Et puis c'était une assez belle prestation. Alors poussive, mais assez belle prestation face à la SPTT Dijon avant ça. Ouais, alors... poussive parce que là pour le coup c'était quand même l'AS Saint-Etienne qui était favorite, plus poussive, mais voilà, on a une équipe qui pour le moment cherche un petit peu du côté de l'AS Saint-Etienne, mais il y a quand même certains profils, je pense notamment Ryan Aitamer qui a joué en numéro 6 hier, qui a fait une vraie belle prestation. Il y a des profils qui ont devenir du côté de l'AS Saint-Etienne. Pour le moment c'est plus au niveau du collectif que ça a du mal à se faire. Joris Sabi, Jérémy Marlier, merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. D'échanger de manière amicale comme ça avec vous. C'est un plaisir. Mais alors, vous savez, de ce tournant d'Auxerre, moi ça m'a fait quelque chose. Vous savez aussi pourquoi on n'a pas été gentil avec vous, Jérémy? C'est parce que vous nous quittez pour ce match retour face à Clermont. Vous n'aviez déjà pas commenté le match aller. Donc là, ça suffit en fait. Et vous avez un problème contre les Clermontois, c'est ça? Vous voulez en parler, Jérémy? Oui, mais seulement en présence de mon avocat espagnol. Bien évidemment. Je solliciterai pour m'exprimer sur le sujet. Avocado. El abogado de Clemente Ferrante. Oui, c'est vrai on va arrêter là. C'est vrai que vous parlez espagnol. On va arrêter là. Mais moi je parle pas espagnol. Non, on va s'arrêter là. 100% c'est terminé. Le match face à Clermont, bien sûr, sera quand même à vivre en intégralité sur votre radio ici Saint-Etienne Loire ce week-end. Excellente soirée, messieurs. Bonne à bientôt. soirée.